Hello tout le monde, salut Morgane. Salut Julie, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour à tous, hein, on se retrouve pour un nouvel événement et je vais laisser Morgane vous présenter tout ça. Bien évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions sur les deux comptes, donc n'hésitez pas à vous lâcher sur la question de l'Australie. Je précise, d'habitude le mercredi midi, c'est des lives toute destination, mais ça on l'a fait hier midi, pardon. Donc là, c'est que sur l'Australie. Bonjour à tous, bienvenue du coup à ce tout premier live dédié au salon virtuel du PVT en Australie. C'est le premier live, donc c'est cool que vous nous rejoigniez. Ça vient compléter complètement du coup les conférences qu'on a commencé à animer du coup lundi et mardi. Bon, c'était pas moi lundi, je sais pas si tu veux parler de la conférence de lundi qui était dédiée du coup à la préparation au départ. C'est ça, c'était alors lundi, on a parlé vraiment du fonctionnement du PVT Australie, la demande de PVT, les délais, les documents demandés, et cetera. Et donc, on vous a mis ça en replay, hein, sur la chaîne YouTube de PVTistes. J'ai effectivement pris le relais de Morgane, mais le reste du mois, c'est toi qui vas continuer avec Lisa et tu as continué d'ailleurs hier avec la C'est ça. chronologie du Pour vous départ. expliquer un petit peu, en gros, on a décidé de vous proposer ce salon virtuel du PVT Australie. C'est un format qui change de ce qu'on a pu voir dernièrement, surtout sur ce qu'on a pu proposer. En gros, on s'est dit que généralement, en septembre jusqu'à décembre, les PVTistes partent souvent en Australie. Et donc, on a voulu vous proposer un format différent qui puisse toucher tout le monde, puisque vous n'avez pas besoin de nous rejoindre du coup en réel pour pouvoir participer aux conférences et aux lives. Et donc, on vous propose deux conférences par semaine et un live par semaine pendant tout le mois de septembre. L'idée, c'est qu'on puisse répondre à toutes les thématiques possibles du PVT en Australie pour que vous puissiez créer votre projet et partir sereinement en PVT. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les conférences puisqu'elles sont sur inscription obligatoire. Même si l'ensemble est gratuit, on préfère quand même vous avoir inscrit pour pouvoir notamment vous donner les liens de connexion. Donc, n'hésitez pas à venir. Pareil pour les lives qui viennent un petit peu compléter ce qu'on vous propose en conférence. Évidemment, tout sera en replay, comme tu l'as dit, Julie. La conférence numéro 1 et la 2, donc celle d'hier, sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de PVTistes, puisqu'on n'en a pas encore sur WHO Australie. Et les lives seront aussi disponibles en replay. Normalement, c'est diffusé juste après, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pendant ce mois du salon virtuel du PVT en Australie. Également, je vais vous parler un petit peu, me présenter un petit peu. Je fais partie donc de l'équipe pvtist.net et whoaustralie.com. Vous avez peut-être dû me voir sur les lives avec Julie, puisque en juin, on a fait quand même une semaine de live où on a déjà un petit peu parlé du PVT en Australie. Dernièrement, donc, on a lancé avec pvtist.net un tout nouveau site whoaustralie.com qui est 100% dédié au PVT en Australie. Pour le coup, il vient vraiment compléter ce qu'on a sur PVTistes, mais il va encore plus loin sur certaines thématiques. On a évidemment des dossiers, des articles sur des sujets très très précis par rapport au PVT en Australie, mais on a aussi des ressources utiles et des outils qui vous seront pratiques pour pouvoir concrétiser votre PVT et pour pouvoir réaliser votre quotidien et trouver du travail, ou alors, je sais pas, acheter un véhicule par exemple sur place. Je pense notamment à la carte interactive des fermes qui est très très appréciée des PVTistes. Elle a été consultée plus de 100 000 fois, dans laquelle vous retrouvez plus de 800 fermes qui sont recensées et qui vous sera très utile potentiellement pour trouver un travail en ferme si c'est votre objectif. Également, on a des guides gratuits pour déterminer votre ville d'arrivée, acheter un véhicule ou vendre un véhicule en Australie, et aussi pour trouver du travail en mine. Donc tout ça est gratuit, tout ça est dispo sur www.australie.com, donc n'hésitez pas à y aller. Également à vous abonner sur notre compte Instagram sur lequel on est très très active avec Lisa qui anime avec moi les conférences. Donc n'hésitez pas à un petit peu regarder ce qu'on propose en complément, notamment si vous êtes là, vous risquez de partir bientôt en PVT Australie, donc ça risque de répondre à vos interrogations. Et j'en profite, je vois que les gens se connectent un peu sur le compte Instagram de WHO Australie. N'hésitez pas à poser maintenant vos questions, à commencer à poser un petit peu les questions qui vous viennent en tête, comme ça on pourra y répondre après la présentation. Pardon.
Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Julie. Oui, alors déjà, je me permets de faire un petit test. Ceux qui se demandent un petit peu quel est le programme là de l'événement. Voilà, je l'ai mis en haut, donc whbaustralie.com/salon-virtuel-pvt. Dessus, vous avez moyen donc de vous inscrire. L'avantage aussi, c'est de recevoir un petit email après les conférences avec tous les liens utiles. Ça peut être pas mal. Et puis là, tu parlais de votre carte star. Là, je me permets de la mettre également. Hop, comme ça, whbaustralie.com, carte, job, ferme, et vous aurez effectivement pas mal de coordonnées gratuites. Hein. C'est vrai que Morgane l'a dit, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de choses payantes sur Internet, etc. On ne sait pas toujours trop si c'est sérieux, si c'est complet. Voilà. Là, c'est gratuit, c'est complet. Profitez-en, au même titre que votre autre PDF qui cartonne, celui sur le travail dans les mines, qui parle évidemment de comment trouver, comment gagner beaucoup d'argent. On sait que vous êtes très nombreux à avoir envie de travailler dans les mines, mais aussi quelles sont les formations qu'il faut faire, qui sont souvent payantes et pas forcément données, pour pouvoir travailler là-dedans. Donc, on vous explique tout en fait dedans. Je dis on, mais c'est pas moi qui l'ai rédigé. Moi, je l'ai juste relu parce que comme ça, je m'y connais maintenant mieux dans les mines en Australie. Mais vraiment, prenez le temps d'aller sur whaustralie.com. De mon côté, pvtis.net, ça fait 20 ans qu'on existe et qu'on vous donne de l'info gratuite sur le PVT, toutes destinations confondues. Vous avez le guide des PVTistes en Australie qui a été mis à jour il y a peu de temps, que vous pouvez télécharger sur le site, qui est très bien. Vous avez des témoignages de PVTistes, il y a un forum de discussion, il y a notre application mobile PVTiste sur laquelle vous avez des checklists par pays. Donc, pour l'Australie, vous allez avoir devant vos yeux tout ce que vous devez faire avant de partir en Australie, mais aussi à l'arrivée. Le TFN, la banque, le numéro de téléphone et tout un tas d'autres choses. Et puis, vous avez dessus aussi un simulateur de budget qui vous permet de savoir un petit peu quel budget vous devriez avoir pour partir en Australie selon votre ville de destination. Parce qu'évidemment, si vous allez à Sydney, à Broome ou dans la pampa australienne, vous n'aurez pas forcément les mêmes dépenses en termes de loyer notamment. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser l'application. Ces deux outils, entre autres choses, plaisent beaucoup. Donc, je vois qu'on a des questions qui sont arrivées. Je sais qu'on en avait eu quelques-unes qui ont été posées dans la boîte à questions en story. Est-ce que tu veux peut-être en prendre une de celles-ci ? C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais chaque semaine avant le live, on vous laissera une petite boîte à questions. Si jamais vous ne pouvez pas participer au live et si vous voulez laisser vos questions avant le live, comme ça, on pourra les prendre et y répondre. Hier, on en a eu une notamment qui était intéressante sur l'histoire des 88 jours. Je pense que la personne n'a pas soit tout compris, soit été un peu dans le flou. C'est vrai que c'est une thématique qui est assez particulière. En gros, elle demandait plus de détails sur les jours de ferme pour savoir quelles étaient les conditions, les codes postaux et les travaux qui étaient éligibles pour pouvoir avoir une deuxième année. Ouais, c'est ça. Donc pour le coup, on a tout ce qu'il faut pour retrouver autant sur PVTistes que sur WHB Australie. Hein, c'est ça, il y a les codes postaux qui sont notés, le type d'emploi aussi. Et c'est beaucoup plus vaste que les fermes. Hein. Tu confirmes, tout le monde parle des farm work, mais en fait, il n'y a pas que ça. En fait, historiquement, j'ai l'impression que les PVTistes avaient pour l'habitude d'avoir vraiment les jobs en ferme qui étaient éligibles au renouvellement de visa. Et en fait, au fil des années, ça s'est quand même plutôt diversifié. Aujourd'hui, les jobs en construction, les jobs en mine, les jobs évidemment en ferme solaire, tout ce qui concerne la pêche, la sylviculture, tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration dans des zones un peu spécifiques, mais aussi les jobs de récupération des zones qui sont touchées par les catastrophes naturelles sont potentiellement des emplois qui sont éligibles. Je dis potentiellement parce que ça dépend souvent de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Donc, toujours bien penser à vérifier que votre emploi est éligible, donc votre tâche que vous allez effectuer pendant votre emploi est bien listée dans les jobs éligibles au renouvellement de visa et bien vérifier que le code postal rattaché à votre entreprise est aussi spécifié dans le site du gouvernement australien. Donc, comme tu le disais, Julie, nous, on a des articles sur PVTistes et whaustralie.com qui recensent tous les codes postaux et les jobs éligibles. Donc, vous pouvez très bien vous rendre sur nos articles et on met toujours la source officielle gouvernementale à la fin de l'article. Comme ça, vous pouvez aussi vérifier si jamais vous avez un doute, mais normalement, tout est bien mis à jour. Exactement. Et en fait, en t'entendant parler, je me dis ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'au même titre que les 2 premières conférences, on mette le replay de ce live aussi sur YouTube tout à l'heure et qu'on mette en dessous les liens qu'on est en train d'évoquer. Donc, évidemment, il y a la carte des fermes, il y a le site de façon générale et on avait noté donc les 88 jours, le calcul notamment. Je sais que les gens sont un peu perdus quand ils ont un mi-temps, quand ils travaillent que 4 jours par semaine. Et ça, tout ça, on l'explique dans les articles. Donc, au fur et à mesure du live, je vais noter ce qu'on évoque
auprès de vous et on le mettra tout à l'heure en ligne sur la chaîne YouTube PVTiste. Pour le calcul, c'est vrai que c'est une question qui revient aussi beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur WHV Australie. On a une FAQ dédiée au calcul des 88 et 179 jours si jamais vous êtes sur une deuxième année et que vous souhaitez avoir une troisième année. Elle est assez complète et généralement, on la met à jour selon les questions qu'on reçoit. Si on voit que les questions sont pertinentes et qu'elles reviennent souvent, on les met en plus sur notre FAQ. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour comprendre un petit peu le calcul qui peut être difficile à saisir au début. Tout à fait. Avant de reprendre peut-être une autre des questions qui ont été posées dans la boîte à questions, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous dit: «J'aimerais partir en Australie, j'ai laissé passer mon visa. J'ai 33 ans et je viens de Belgique. Malheureusement, n'y a-t-il pas d'autres alternatives?» Alors, c'est vrai que moi, j'avais l'espoir depuis des années que la Belgique fasse partie des pays qui passent l'accord de PVT Australie à 35 ans. On sait qu'en 2019, l'Australie a proposé à tous ou quasiment tous ses pays partenaires de passer à 35 ans. Il y en a eu 5 qui ont dit oui, notamment le Canada et la France, mais côté de la Belgique, il n'y a pas eu de réponse positive a priori. Est-ce que ce sera le cas un jour d'ici que tu aies 36 ans? Je ne sais pas. Mais dans ton cas, c'est en fait, quand on sort du programme vacances-travail, du Working Holiday Visa, la règle, c'est soit on part étudier, en visa étudiant et on a le droit de travailler 20 heures par semaine à côté de ses cours, mais les études ne sont pas données quand même en Australie. Ou alors, il faut trouver un employeur qui soit prêt à faire des démarches pour qu'on obtienne un visa de travail qui est lié à lui. On appelle ça souvent être sponsorisé par un employeur. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Et honnêtement, n'hésite pas, Morgane, à me contredire, mais en fruit picking, je ne sais pas s'il y a des employeurs qui vont s'embêter avec un visa de travail, hein. Alors peut-être si c'est vraiment spécifique à une tâche qui est très particulière, qui demande des compétences et des diplômes particuliers, mais c'est vrai qu'après ça reste quand même un peu, enfin pour eux c'est assez facile de trouver des salariés, donc c'est une démarche comme tu dis qui est longue pour les employeurs aussi et qui coûte de l'argent, donc j'ai quand même un doute. Je dirais pas que c'est impossible, mais Oui. est-ce que C'est c'est ça, possible? ouais, malheureusement, c'est un peu compliqué. Puis en ayant 33 ans et en étant belge, malheureusement, je peux même pas te proposer une autre destination PVT puisque pour les Belges, c'est toujours jusqu'à 30 ans. Je vois une autre question, enfin, une remarque, quelqu'un qui dit: «En ce moment, il y a une crise du logement en Australie avec des coûts qui explosent. Est-ce que ça va vraiment devenir difficile, pour se loger?» Alors justement, on a fait un article sur, PVTist, les conseils qu'on a pour trouver un logement en Australie. C'est vrai que moi, quand j'étais en PVT, je crois que je l'ai pas dit dans la présentation, mais je suis partie il y a quand même quelques années, en avril 2022 et à la fin de mon PVT, donc j'étais partie juste après la réouverture des frontières, donc après la crise du covid. À ce moment-là, ça allait quand, je suis arrivée, mais au fil de mon aventure, donc quand vraiment je touchais vers la fin de l'aventure, j'ai constaté effectivement qu'il commençait à y avoir une crise du logement parce qu'il y a tellement eu une arrivée massive des PVTistes et des voyageurs venus Ouais. des quatre coins du monde que les logements ont commencé à manquer, surtout que la crise avait laissé quand même des traces puisqu'il y avait moins d'offres et beaucoup, beaucoup de demandes. Donc effectivement, il y a une certaine crise, donc il faut quand même anticiper, soit avoir le budget et donc avoir en tête que effectivement c'est cher de se loger en Australie, surtout si vous voulez vivre dans une ville. Peut-être Sydney, Melbourne, ça risque d'être plus cher que si vous allez dans une plus petite ville. Donc optez peut-être aussi pour la colocation, anticiper un maximum, donc avoir le budget et prendre le temps aussi de trouver le bon logement, quitte à anticiper un petit peu avant de partir, à commencer à chercher, mais à pas s'engager tant que vous n'avez pas vu l'appartement en vrai. Et sinon, le conseil que je donne tout le temps, notamment dans les ateliers de préparation au départ, c'est de vous éloigner des villes. Je pense que si vous vous éloignez, normalement, il devrait y avoir moins cette crise-là qui devrait se ressentir au niveau de l'accès au logement. Donc, ça peut être une bonne solution, je pense, de s'écarter, même si vous rêvez peut-être de la vie citadine. Les plus petites villes australiennes sont aussi très sympathiques. Donc, ça peut être une solution. Exactement et on rappellera que, tu parleras avec Lisa pas mal de la question, du logement et du job mardi 9 septembre à 18 h, hein, pour la 4e conférence, du salon virtuel du PVT Australie et puis celle de lundi, on rappelle que c'est les démarches à l'arrivée. Je sais que vous êtes nombreux à vous questionner sur tout ça. C'est peut-être ce jour-là, lundi, que vous parlerez notamment de la superannuation, hein? Parce que Oui. quelqu'un nous a posé la question l'autre jour, c'est lundi.
Ok, très bien. Je recommande du coup de venir à ce moment-là, notamment à ceux qui partent bientôt. Alors si vous partez dans quelques mois, ça marche aussi, hein, vous pouvez venir, c'est toujours bon à prendre les infos. Mais c'est vrai que lundi, on va vraiment parler des démarches à l'arrivée, donc tout ce qui concerne TFN, ouverture d'un compte bancaire, le forfait mobile, la superannuation et tout ce qui, en tout cas, détermine l'arrivée de votre et le début de votre PVT en Australie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Exactement. Est-ce que tu veux prendre une question du côté de WHB Australie ou dans la boîte à questions? J'en ai d'autres si jamais, mais je te... Alors vas-y, parce que pour l'instant, on n'a pas de questions. Il y a des gens, mais J'écoute. Ok, super. Alors, on nous demande si le diplôme français de type plomberie est reconnu en Australie. Alors, du coup, je peux vous mener vers le dossier sur pvtis.net qui s'appelle Trouver du travail en Australie. Et au chapitre 8, on parle des métiers réglementés. Effectivement, il y a des professions comme ça. Quand on veut les exercer à l'étranger, soit faut rejoindre un ordre professionnel, soit faut obtenir une licence, une certification, s'enregistrer, ce genre de choses. Donc, c'est le cas notamment de métiers on devine que ça va être plus compliqué. Ça va être les avocats, les architectes, les ingénieurs, tous les métiers de la santé, les électriciens aussi, puisqu'évidemment, les normes électriques sont pas les mêmes. Et donc, du coup, pour la question du plombier, j'en arrive à ce chapitre 8 et on a mis certains métiers nécessitent d'avoir une licence. C'est pas obligatoire forcément dans tous les États et dans tous les territoires. Donc là, tu auras une petite recherche à faire. En tout cas, on a mis un lien sur pas mal de métiers différents et notamment le lien pour les plombiers. Je vois que le lien ne marche plus. Je vais voir si le site... Des fois, les sites officiels changent. Ah ok, c'est leur site qui marche pas. D'accord, donc c'est très intéressant. Je vais voir si je peux trouver le nouveau lien juste pour te le donner. Alors, ce sera peut-être ce site-là. Dans ce cas-là, j'irai corriger ça après. Ouais, ça a l'air d'être ça. Je vais le noter pour vous l'afficher. Je pense que ça m'évitera d'avoir une prononciation trop mauvaise. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, allez, je vais quand même le dire. Tradesrecognitionaustralia.gov.au. Normalement, c'est là parce que là, je viens de trouver une page, le lien que je viens de mettre /plumbers, donc plombier en anglais au pluriel. Là, on doit trouver des choses et tu verras qu'il y a un découpage par État australien. Donc, si tu sais que tu veux aller à Sydney, c'est le New South Wales. C'est dans ce cas-là, regardez, ils vont te dire d'aller du côté de l'OTSR. Voilà, qui pourra s'occuper de te donner, auprès de qui tu vas faire les démarches pour avoir le droit d'être plombier en Australie. Je sais qu'il y a des gens qui parfois, quand ils se rendent compte que c'est trop de démarches ou que c'est trop cher, ils laissent tomber puis ils travaillent pas dans leur domaine finalement. Mais ça vaut le coup quand même de se renseigner pour voir si c'est pas une petite formalité pas bien compliquée. Voilà. Encore une autre question. Concernant le CV, est-ce que c'est le même système que pour le Canada? Car j'ai déjà fait le Canada et je me demande si je peux faire la même chose. De façon générale, je dirais oui parce que c'est un peu culture anglo-saxonne, mettre en avant ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait, ne pas hésiter à mettre en avant des chiffres si tu as augmenté un chiffre d'affaires, si tu avais un portefeuille client de temps, si tu as managé une équipe précise qui avait 20 personnes, parce que sinon on peut penser qu'il n'y en avait que 3. Donner un peu du contexte, se vendre un petit peu, oui. Je sais que le CV australien peut être plus long que le CV canadien. Mais il faut qu'il y ait des choses à dire. On va pas faire un CV long pour rien. Pareil, on met pas vraiment de photos et tout ça hein, sur un CV australien. Pas besoin de mettre la photo, nationalité aussi, pas besoin. Je pense qu'il faut mettre en avant quand même que vous êtes en PVT, donc dans votre petite description, ça peut être pas mal. Après, ça dépend les postes que l'on vise. Une page, ça suffit si on vise des postes, je sais pas, en hôtellerie, en restauration. En ferme, je sais pas ton expérience à toi, Julie, mais moi, j'avais pas eu besoin de CV pour pouvoir postuler en ferme. Et si vous cherchez un job qualifié, c'est vrai que là, vous pouvez effectivement peut-être étoffer un peu votre CV et faire 2 pages, par exemple, s'il y a matière à dire. C'est ça, en fait, en agriculture, souvent, les gens qui vont envoyer un CV, c'est quand ils vont, par exemple, avoir l'expérience de conduire des machines, des tracteurs, ce genre de choses, parce que ça, ils peuvent demander de l'expérience, même si c'est généralement toujours le cas, alors qu'effectivement, tout ce qui est picking, packing, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Hein. Ils mettent une offre. Tous ceux qui ont appelé ou envoyé un email selon la consigne qui est donnée dans l'offre, les premiers à l'avoir fait, ils ont le boulot. Donc voilà, on va quand même rappeler, même si ça va
pas forcément vous bloquer, mais ça peut quand même. On va rappeler qu'en Australie, on peut travailler que 6 mois maximum pour le même employeur, même s'il y a des exceptions, hein, qui existent bien évidemment. Mais donc c'est vrai que sur les postes qualifiés, ceux où vous allez bosser sur votre CV, et cetera, voilà, on ne veut pas vous vendre du rêve. Ça se trouve, vous allez trouver quelque chose, un petit remplacement pour un congé maternité, paternité ou une mission temporaire et c'est très bien. Mais c'est sûr que si quelqu'un a besoin d'une personne pour 1 an, pour 2 ans, bah, il va pas pouvoir vous embaucher. Par contre, peut-être qu'il peut utiliser votre période de PVT comme une période d'essai, faire 6 mois avec vous et si ça se passe super, et ben là, lancer des démarches pour un visa qui va lui coûter quand même de l'argent, hein, mais s'il est vraiment intéressé par votre profil, il y en a qui sont capables de le faire, quoi. Voilà. On avait eu une question, je ne sais pas si tu as encore des questions, mais Vas-y, je t'en prie. Ouais. On a eu une hier qui était pertinente sur donc la boîte à questions. On nous a demandé quelle était la durée de traitement de la demande de visa et c'est vrai qu'elle évolue pas mal ces dernières semaines, ces derniers mois. On s'est rendu compte que les délais étaient assez longs dernièrement, plutôt plusieurs semaines, voire plusieurs mois quand on demande un visa PVT Australie. Alors, c'est pas systématique, c'est aléatoire. En règle générale, on a son visa assez rapidement pour l'Australie, en quelques secondes, quelques minutes, voire en une seule journée. Mais dans des plus rares cas, on va dire, certains PVTistes attendent plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, aujourd'hui, le gouvernement australien, je crois que je l'ai mis à jour en début de semaine, a annoncé que 90% des demandes étaient traitées sous 64 jours. Donc, c'est assez long, mais c'est pas non plus très, très long. Ça dépend les PVT. Si on compare au PVT Canada, c'est plutôt rapide. Donc, quand même, je recommande d'anticiper. Si vous voulez partir dans les 12 mois qui arrivent, vous pouvez dès à présent faire votre demande de visa. Si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas la demande de visa et attendez d'être sûr pour pouvoir le faire. Mais voilà, si vous voulez vraiment partir dans les mois qui arrivent, commencez votre démarche. On en a bien parlé du coup pour la conférence numéro 1 qui est en replay sur YouTube. Vous aurez tout le tutoriel aussi qui est dispo sur WHV Australie et pvtis.net. Et du coup, on a un article qu'on mettra sûrement en description qui est mis à jour tous les mois sur les annonces gouvernementales par rapport aux délais qui sont annoncés donc, pour le traitement des visas PVT. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour avoir un ordre d'idée sur les délais en cours. Exactement. C'est vrai que c'est rare, mais on a eu quand même quelques cas ces derniers temps de gens qui avaient tellement vu que c'était rapide d'avoir son visa qu'ils avaient acheté leur billet d'avion le même jour que la demande de visa et puis ils se sont retrouvés avec le vol demain, mais pas de visa. Et donc, ils perdent leur vol. Donc, c'est dommage parce qu'un billet d'avion pour l'Australie, c'est quand même pas donné. Donc attention à être un peu dans l'anticipation, tout simplement. Quelqu'un nous demande quel budget faudrait-il avoir pour l'Australie, par exemple, sans travailler au moins 2 mois au début? Alors, c'est une bonne question. Il y a sans travailler ou en voyageant. Parce que si tu voyages, ça veut dire que peut-être que tu as loué ou acheté un véhicule, que tu as de l'essence à payer, que tu vas peut-être faire. Il y a beaucoup de nature, donc beaucoup de choses gratuites en Australie, mais peut-être que tu vas faire des visites à gauche, à droite. Tu vas devoir peut-être de temps en temps dormir quelque part si tu n'as pas de van ou si tu veux quand même de temps en temps prendre une douche, ce genre de choses. Et puis, peut-être manger dehors de temps en temps, même si tu as un réchaud. Donc ça joue aussi. Mais si on parle juste de 2 mois où on ne travaille pas, ça va dépendre de la ville, hein, avec le prix des loyers. Que t'inspire cette question? Ça va dépendre aussi de la façon de consommer. Ce qui peut être pas mal, déjà, c'est d'utiliser le simulateur de budget qu'il y a sur l'application de PVTist. Et on a aussi un article sur whvaustralie.com d'un témoignage qui est celui de Pamela, qui fait partie de l'équipe plus sur la partie Nouvelle-Zélande et qui est partie du coup en PVT Australie. Et elle a fait un récap de toutes ses dépenses pour 1 mois en Australie à l'arrivée. Donc, ça peut être une bonne base de départ pour se dire, bon, bah voilà les dépenses que je vais avoir, notamment liées à l'ouverture d'un forfait mobile, au logement, je sais pas, aux courses, etc. Ça peut vous donner un ordre d'idée, surtout qu'ils sont partis à 2, donc ils n'ont pas eu forcément les mêmes dépenses. Ça peut être pas mal pour avoir du coup une idée. Elle est arrivée à Perth. Effectivement, ça peut jouer quand même. Les prix peuvent évoluer selon la ville. Donc Sydney, ça risque d'être un peu plus cher, notamment au niveau des logements. Donc ça dépend aussi de ta ville d'arrivée, mais peut-être que ce témoignage-là pourra t'apporter déjà un début de réponse. Exactement, tout à fait. C'est celui-ci, notre budget en Australie. C'est celui-ci, je pense. OK, j'essaierai de le retrouver de toute façon, puis on vous le mettra en description de la vidéo. Mais je recommande dans tous les cas de partir avec plus que les 5 000 $ australiens qui sont
m'ont demandé. Je crois que tu avais fait le calcul, il me semble que c'est un peu moins de 3 000 € si Ouais, on fait, hier, 2 800 €. Je m'attendais même, enfin, il y a longtemps, ça représentait 3 300 €. Maintenant, c'est 2 800. Donc, c'est vraiment pas beaucoup quand même. c'est Euh, un pays comme ça, c'est vraiment peu, je trouve, aussi. Exactement. Je compte partir sur Sydney. Est-ce que c'est facile de trouver un job là-bas, peu importe le job? C'est une bonne question parce que Sydney, c'est un peu une des 2 villes, stars avec Melbourne pour l'arrivée et donc tu te retrouves avec plein de gens, en fait, des PVTistes ou même des étudiants internationaux ou des étudiants australiens qui cherchent un boulot à côté de leurs cours. Mais même parmi les PVTistes, moi, il y avait beaucoup, d'Irlandais, d'Anglais, de différents types d'Européens, différents types d'Asiatiques aussi, des Sud-Américains. Donc il y a de la concurrence, donc ton niveau d'anglais peut jouer. Est-ce que vraiment, tu te décris comme, moyen, vache espagnole, bilingue? C'est ça, ça peut jouer. Même si de tout temps, on a toujours vu des gens qui parlaient très mal anglais, mais qui avaient un tel bagou qu'ils trouvaient quand même. Donc en fait, la recherche d'emploi pour moi, c'est un mix de plusieurs choses. C'est, ta motivation, ton implication, il y a le côté chance, comment tu présentes aussi, et puis le réseau. Tu peux aussi rencontrer des gens qui vont te proposer un boulot. Donc facile ou pas facile de trouver du boulot à Sydney, je sais pas ce que toi t'en penses? Je sais pas s'il a spécifié la période d'arrivée ou pas, parce que ça peut jouer Non, quand même aussi, hein. La c'est vrai. période, peut être, aussi, favorable ou défavorable à la recherche d'un emploi, surtout dans les grandes villes. Selon quand tu arrives, tu vas avoir plus d'opportunités, mais peut-être aussi plus de concurrence. Oui, Moi, ce que j'avais vu dernièrement et j'avais eu un témoignage sur PVTIS d'une fille qui était, à Sydney et qui avait vraiment beaucoup de mal de trouver un emploi. Ça veut pas dire que ça va être, aussi le cas pour toi et pour les autres PVTistes. Ça dépend aussi de la façon dont on recherche, des expériences, du niveau d'anglais, effectivement. Mais elle disait, par contre, elle avait donné un super bon conseil, c'est de ne pas hésiter à s'ouvrir à toutes les opportunités. Souvent, on se dit: «Bah, je vais travailler en restauration, en ferme ou en café ou en hôtellerie», mais en fait, elle s'est retrouvée à faire des jobs, bah, auxquels elle s'attendait pas forcément. Alors elle, l'exemple, c'est un peu drôle parce qu'elle travaille dans un club de striptease pour, faire du service, évidemment. Donc c'est elle m'a dit que c'était assez surprenant. Elle s'attendait pas à faire construire ça. son PVT comme ça et à faire ça, et donc elle m'a dit vraiment qu'elle était contente de trouver des opportunités, dans des choses auxquelles elle ne pensait pas et en fait, elle s'est ouverte au réseau notamment, donc au bouche à oreille et petit à petit, elle a réussi à trouver, un emploi. Donc ce serait vraiment la recommandation que je ferais à tous les PVTistes, c'est de s'ouvrir à toutes les possibilités. Il y a plein de jobs, même dans des trucs qu'on pense pas. Moi, quand j'étais en PVT Australie, j'avais même fait des petits flyers pour dire que je recherchais un job et j'avais mis ça dans toutes les boîtes aux lettres, qui acceptaient les pubs et j'avais été rappelée et tout. Donc il faut, des fois être créatif et sortir un petit peu des sentiers battus pour pouvoir trouver, un job, mais parfois ça se fait aussi très facilement donc rassurez-vous, vous devriez trouver un emploi, en Australie. C'est ça et je le trouve aussi pour, il y a environ un an, un peu plus d'1 an, on avait fait une série de 5 vidéos qui sont, sur, notre compte Insta et aussi sur TikTok. Bon ça faut redescendre un petit peu quoi et en fait, on a interviewé 9 PVTistes en Australie pour leur demander, comment ça se passe au niveau de l'anglais, est-ce qu'ils parlent mieux maintenant, leurs meilleurs souvenirs, qu'est-ce que ça leur apporte cette année? Bon, autant vous dire que quand vous regardez les 5 vidéos, vous êtes dosés à fond après pour partir en Australie et donc pour la question de l'emploi, je me rappelle qu'il y en avait une d'eux qui me disait qu'elle avait trouvé vraiment du boulot hyper facilement à Sydney comme ailleurs, mais c'est vrai qu'elle s'était fait des potes un peu partout. Et à un moment donné, à Adélaïde, elle a une copine qui lui a dit: «Bah, moi, je construis des piscines, tu veux bosser avec moi?» Et elle s'est retrouvée, au fond des piscines à faire alors, c'est pas elle qui prenait les décisions majeures pour la construction de la piscine, bien sûr que non. Elle avait pas cette compétence, mais elle était parmi les petites mains et donc elle a travaillé là-dedans. Elle a fait un autre truc avec du vin, je crois. Elle faisait des analyses, enfin vraiment des trucs hyper différents. Et je pense que, bah, un peu comme tu dis, elle a vu une annonce, elle a tenté, c'est passé. La suivante, elle a tenté, c'est passé. Donc, C'est faut souvent pas hésiter. en Ouais, Australie, c'est souvent comme ça, pareil, hein, pendant mon PVT, je cherchais du boulot, bah, le bouche à oreille, je suis tombée sur une annonce et je me suis retrouvée à être femme de ménage dans des maisons de luxe que j'aurais jamais cru, visiter un jour et d'un coup, on se retrouve en fait, en PVT Australie, on se retrouve dans des lieux des fois et on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? c'est ça. Comment je suis arrivée ici?» Donc rassurez-vous quand même, vous allez pouvoir trouver, en creusant un peu, il y a de l'emploi quand même, en Australie.
C'est ça. Et puis tu disais tout à l'heure de pas hésiter à quitter les grandes villes et ça parmi les témoignages, il y a un couple comme ça qui avait vu une annonce, c'était genre à 8 heures de route de Melbourne et il fallait que ce soit un couple obligatoirement parce qu'il y avait 2 postes à pourvoir et il fallait avoir une voiture et du coup, bon, ils ont postulé sans trop y croire parce que la publication sur Facebook, elle a genre 200 likes et cetera. Mais en fait, quand ils ont parlé avec l'employeur, sur les 200 likes, il y avait genre une candidature bien, c'était la leur. Les gens, ils étaient pas en couple. Les gens, ils avaient pas de voiture. Les gens n'avaient pas compris que c'était à 8 heures de Melbourne. Enfin, il faut des fois pas se laisser intimider par on dirait ah tout le monde a postulé, bah je vais pas l'avoir. Tentez quand même, surtout si vous collez bien à ce qui est demandé. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que donc c'était super isolé, mais du coup ils étaient dans une petite ville où tout le monde s'est intéressé à eux. Ils bossaient à la station essence. Elle était, je crois qu'elle faisait la caisse et lui il faisait à manger. Et bah, du coup ils ont côtoyé tout le monde. La famille qui les logeait, ils ont une portée de petits chiots et tout. Bref, ça fait partie des meilleurs souvenirs de leur PVT. Alors que sur la carte de l'Australie, c'est un endroit que personne connaît et que personne connaîtra jamais parmi les PVTistes. Mais voilà, c'est en tentant des trucs, vous allez forcément avoir des bonnes surprises aussi en faisant autre chose. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui nous ont aussi beaucoup dit qu'ils avaient eu du mal à trouver. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs en fait. Il y a l'anglais, comment tu t'y prends. Des fois, quand tu parles pas bien anglais, du coup, tu te présentes pas très bien. Je pense qu'en Australie, c'est l'endroit où on a le plus de gens qui disent, mais si c'est super facile de trouver du boulot, les gens ils se donnent pas les moyens. Ça, c'est un peu sévère, je trouve. Et ceux qui disent c'est horrible, il n'y a plus de taf, l'Australie, c'est fini, ils devraient mettre des quotas. Et des fois, je suis là, genre, les extrêmes, on se calme. Il y a tout un monde au milieu. Donc, du moment que vous partez pas en vous disant c'est mort, je trouverai rien, vas-y, bah d'ailleurs, je pars pas. Et tant que vous vous dites pas non plus en 2 secondes, je vais trouver du boulot, donc je pars avec 1 000 € d'économie, vous êtes bien. En vous attendant un peu à tous les scénarios, vous éviterez la déception ou voilà, ce genre de choses. Si vous avez des bonnes surprises, tant mieux pour vous. Est-ce que de ton côté, tu as une petite question, boîte à questions ou sur l'Insta de WHV Australie? J'en ai une première. J'ai un problème de TFN. Je l'ai demandé le 16 août et il n'a toujours pas été généré. Peut-être des précisions. Le numéro de TFN, effectivement, c'est assez long à recevoir. Normalement, ça peut aller jusqu'à 28 jours pour pouvoir avoir son numéro de TFN. Il est envoyé par voie postale. Donc, peut-être que ton courrier a été envoyé à une adresse et peut-être que tu n'y es plus. C'est une possibilité. Donc, à voir. Et si jamais ce que je te recommande, c'est ce que j'avais fait pendant mon PVT, c'est de téléphoner directement au service de l'ATO auprès duquel tu avais fait ta demande de TFN. Normalement, ils sont en mesure de te dire où en est ta demande. Et si elle a été traitée, tu as la possibilité de demander le numéro par téléphone. Donc, bien avoir tes documents donc liés à ta demande de TFN, notamment ton numéro de passeport, ton numéro de visa, ton numéro de demande de TFN, puisque tout ça, ce sera demandé au cours de ton appel téléphonique. Mais ça peut être une solution pour l'avoir au téléphone et pas forcément en courrier papier. Donc, ce que je te recommande, si tu réussis à l'avoir par téléphone, c'est de le noter partout. Ne perds surtout pas ton numéro de TFN, puisque sinon, ce serait un peu embêtant pour la suite de ton aventure. Et pour le numéro de téléphone, pardon, moi, j'ai le 13 14 50. C'est celui que je donne pour les services de l'ATO qui te mettent en relation par contre avec un service de traduction, donc avec un traducteur français pour faciliter la démarche. Mais normalement, si tu vas sur le site de l'ATO, tu retrouveras aussi un numéro de téléphone basique si tu veux vraiment échanger en anglais. Ça peut être aussi la solution. C'est le 13 28 61. Donc, à voir si tu es suffisamment à l'aise en anglais ou au contraire, si tu vois ça comme un exercice pour parler anglais. Il faut juste que tu sois bien en mesure de comprendre le numéro pour pas te noter le mauvais numéro. Téléphoner à un traducteur. Ouais, donc peut-être que l'autre, c'est mieux, effectivement, 13 14 50, je le répète pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le noter. J'ai aussi une question de Anne qui me demande, elle part à Perth donc le 15 septembre, c'est bientôt, et elle demande si on a des noms pour les forfaits téléphoniques et les banques afin qu'elle ne perde pas trop de temps à l'arrivée. Ouais, alors bah, la banque, je sais que toi, tu es allé à la banque qui est la plus choisie des PVTistes, qui est la Westpac, la rouge. Moi, j'étais à la ANZ quand j'avais fait mon PVT. Franchement, les deux, c'est très bien. C'est juste que la Westpac, c'est gratuit jusqu'à 30 ans, alors que la ANZ, c'est que jusqu'à 25 ans. Donc, selon votre âge aussi, ça peut jouer. Ou de façon générale, la Westpac, c'est bien. Imaginons que vous voulez faire plusieurs PVT à la suite et pas changer de banque pour pas payer, ça peut être bien. Et pour le téléphone, alors, c'est toi qui as plus les infos plus récentes quand même. Moi, j'avais pris Aldi Mobile. Donc, c'est un peu l'opérateur low cost qui est le plus connu en Australie.
Australie. L'avantage d'Aldi Mobile, c'est qu'il propose une couverture réseau qui est plutôt bonne et des tarifs qui sont vraiment, vraiment très intéressants par rapport aux autres opérateurs. Mais en gros, en Australie, vous allez avoir des opérateurs majeurs et les opérateurs low cost. Les opérateurs majeurs, on a Telstra, Optus et Vodafone. C'est vraiment les plus importants qui ont une couverture réseau qui est très importante en Australie, même si quand vous allez, si vous y allez dans le centre de l'Australie, vous n'allez pas forcément avoir de réseau, même avec des opérateurs comme ça. Ils proposent donc des forfaits qui sont intéressants avec une bonne couverture, mais qui sont plus chers. Donc, à vous de voir aussi ce que vous voulez par rapport au rapport qualité-prix. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'avais pris Aldi Mobile, donc un forfait sans engagement, avec une carte SIM que j'avais insérée dans mon téléphone. Et honnêtement, c'était l'idéal. Dès que je travaillais en ferme ou quand j'avais pas besoin forcément de forfait téléphonique, je pouvais le baisser selon le mois. Et donc, j'ai pu faire des économies. Et franchement, il a toujours bien fonctionné, sauf effectivement dans le désert où j'ai jamais eu de réseau. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je recommande plutôt Aldi Mobile. Mais encore une fois, à voir ce que vous préférez, vous. Impeccable. Juste une petite précision pour la personne, pour le TFN, juste avant, sache que si tu as un emploi qui se présente à toi, généralement, les employeurs, ils sont OK pour que tu commences sans TFN. Tu leur dis, voilà, je l'attends là. Ils sont habitués globalement. Et comme ça, dès que tu l'as, tu peux donner à l'employeur qui peut finaliser sa paperasse, mais ça t'empêche pas vraiment de bosser. Voilà. J'ai aussi une question pour une arrivée aussi à Perth. Donc, on a beaucoup de personnes qui arrivent à Perth sur WHV Australie. Quelles seraient les premières choses à faire en arrivant en Australie, surtout quand le but du PVT est de faire de l'argent tout en trouvant un logement mobile? Un logement mobile, genre de l'auberge de jeunesse Je à gauche pense. à droite ou des hôtels ou du Airbnb, je suppose. Alors, c'est sûr que ça va coûter plus cher qu'un loyer fixe. Donc, ça veut dire que si tu veux gagner de l'argent, il faudra quand même trouver un salaire élevé. Et en bougeant souvent, attention, parce qu'en bougeant souvent, il faut chercher souvent du boulot. Et comme on l'a dit tout à l'heure, parfois, c'est pas évident de trouver non plus à chaque fois qu'on veut. Donc, moi, je trouve qu'une des techniques pour gagner pas mal d'argent, c'est trouver un bon emploi, ça on a bien compris, qui paye bien, et c'est de rester. Par le passé, j'ai vu des fois des gens avoir un boulot qui était bien payé, qu'ils aimaient bien, et au bout d'un mois, ils ont dit « Oh, j'ai envie de voyager ». Alors que moi, j'aurais dit « Prends l'argent là, pendant 2, 3, 4 mois peut-être, et après, tu as plein de sous sur ton compte, fais ce que tu as envie ». Après, je pense que c'est chacun sa stratégie, mais après, bon, les démarches à l'arrivée, vous l'aborderez lors du prochain live, c'est vraiment administratif. Mais par rapport à l'emploi, je pense que ce qui est plus rémunérateur, c'est les mines, mais tout le monde n'arrive pas à bosser dans les mines non plus. Peut-être le moment de casser un petit peu ce fantasme. Les fermes aussi, on peut quand même bien gagner en ferme, surtout quand, comme tu le dis, on arrive à faire une grosse saison et qu'on arrive à rester plusieurs mois sur la ferme. Les fermes, généralement, à l'heure, on est payé en règle générale au minimum national. Je crois que c'est pour cette award-là, c'est 27 dollars si je dis pas de bêtises. Peut-être que ça a un peu augmenté, il faudra que je revérifie, mais on l'a mis à jour sur PVTist. Mais en gros, les jobs en ferme, vous allez souvent faire beaucoup d'heures et en règle générale, travailler 7 jours sur 7 si vous le souhaitez. Donc, vous allez pouvoir faire quand même rentrer beaucoup, beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, on va se calmer quand même, mais beaucoup d'argent, on va s'arrêter sur un beaucoup, pendant une période assez dense. Donc, n'hésitez pas à viser ces jobs-là. La construction aussi, ça gagne bien, surtout si vous avez des formations et des tickets qui sont un peu recherchés. Si vous avez un peu investi du temps et de l'argent sur le passage de ces formations-là, ça peut être ensuite un gros avantage sur vos candidatures. Donc ça peut être des jobs pas mal. Et voilà, après sur l'arrivée, effectivement, moi je te recommande de t'inscrire ou de regarder le replay de la conférence de lundi prochain, où vraiment on rentrera dans les détails de toutes les démarches à l'arrivée, la demande de TFN, comment on fait, l'ouverture d'un compte, quels sont les documents qui vous seront demandés, le forfait mobile, comment on y souscrit, et toutes les petites démarches annexes qui seront utiles pour bien arriver en Australie. Tout à fait. Et tu as tout à fait raison pour le salaire minimum. Je m'en souvenais, mais je me suis un peu trompée de chiffre aussi. Le salaire minimum est passé donc à 24,95 $ dans tous les boulots en Australie. Vous ne pouvez pas être payé en dessous de ça. Donc, c'est pas des euros, mais c'est quand même sympa. Et effectivement, tous les boulots en casual, donc tout ce qui va être saisonnier, notamment à la cueillette de fruits et légumes, etc., c'est 31,19 $ de l'heure. C'est beaucoup. Enfin, c'est pas mal, quoi.
par rapport à moi, ça a bien augmenté quand même. Ouais, c'est clair, moi aussi, c'était pas ça. Bah, déjà, le salaire minimum a bien augmenté ces dernières années, puis le fait qu'il gonfle un peu les métiers comme ça saisonniers, où il y a vraiment de la demande, où l'Australie a vraiment besoin des gens, bah, c'est plutôt bien payé et c'est vrai que quand vous faites une semaine de 40 heures, je crois que je l'avais mis dans l'article, hein, quand on gagne 31 $ de l'heure, ouais, voilà, ça fait en brut, ça fait j'ai compté une semaine de combien d'heures? Mince, je sais plus, excusez-moi, je sais plus si c'est 38 heures ou 40 heures que j'ai pris, Je pense mais que en c'est tout cas 8, hein. 38, hein, ouais, c'est ça, 38 heures. Quand vous êtes en agriculture, c'est 1 185 $ par semaine en brut. Donc, ça fait 1 007 € dollars, pardon, en net. Donc, ça fait plus de 4 000 $ net dans votre poche par mois. Bien sûr, je sais que si vous avez vu des TikTok et tout, vous vous attendez plutôt à 10 000 $. Encore une fois, ça dépend les boulots. Peut-être qu'il va falloir passer des formations qui, pour certaines, sont coûteuses avant de pouvoir bosser là-dedans. Et il y a aussi de la concurrence parce que pas mal de gens partent aussi en Australie pour bosser là-dedans. Donc, évitez d'avoir une attente à 10 000 $ par mois parce que du coup, si vous gagnez 4 000 ou 5 000, vous allez être déçus. Alors qu'en soi, c'est quand même sympa, hein. C'est du net, hein. C'est dans votre poche. Ça dépend aussi, le nombre d'heures que vous allez faire et du coup, je rebondis sur la fin de sa question. Il demandait par rapport au logement mobile, la Ah oui, solution qui est pas mal aussi, c'est peut-être d'investir dans l'achat d'un véhicule. Donc ah, bien c'est faire attention à l'achat du véhicule et n'hésite pas à télécharger notre guide sur, l'achat et la revente d'un véhicule en Australie puisque c'est un peu particulier. C'est vraiment la démarche la plus complexe, on va dire, quand on est en PVT Australie. Mais du coup, d'avoir un véhicule aménagé, ça permet potentiellement de dormir sur le lieu de ton travail si ton employeur est d'accord, ou alors de dormir peut-être en camping ou en free camp ou dans des zones qui sont moins chères. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon expérience, le fait d'avoir été en véhicule aménagé pendant toute la durée de mon PVT, j'ai pu du coup changer de travail et à chaque job trouver une solution pour vivre dans mon véhicule à moindre coût. Et j'ai pu quand même pas mal économiser et surtout qu'après, j'ai pu vendre mon véhicule et donc retrouver l'argent qui avait été investi au départ. Donc ça peut être aussi une bonne solution. Voilà. exactement, tout à fait. Alors, il y a une question qu'on va pas traiter dans le sens où ça fait écho, limite mot pour mot, à ce qu'on va évoquer dans 2 semaines, mercredi 17, pareil sur Insta de midi à 13 heures. Il y a Maëva qui nous demande quelles sont les choses à absolument voir et faire en Australie et je t'avoue que ça vaut vraiment un live à part entière, parce que des choses à faire ou à voir en Australie, il y en a beaucoup, aux 4 coins du pays. Donc désolée, mais on te retrouve dans 2 semaines et là, on aura de l'info, à te donner sur tout ça. J'ai encore une petite question. Moi, j'ai une question concernant la preuve de fonds. Ma banque m'a fait une lettre disant que j'ai plus de 5 000 $ sur mon compte. Est-ce que ça suffit ou est-ce que je dois donner un autre document? Une attestation, c'est très bien. C'est juste que, l'Australie, normalement, exige que ce document soit en anglais. Donc soit ta banquière, te l'a fait en anglais et c'est très bien, soit tu fais traduire, ton document par un traducteur, mais encore une fois, il y a la 3e solution qui a l'air de très bien marcher pour tout le monde, même si encore une fois, on peut pas être garanti que ça passera pendant des années encore. Mais sur pvtis.net, on vous a mis dans notre tutoriel dédié à la demande de PVT Australie une petite lettre en anglais bien écrit, tout ça. Vous mettez juste votre nom, la date et les économies qui sont sur votre compte et vous joignez cette lettre à votre preuve de fonds en français. Jusqu'ici, personne n'a eu de refus de visa pour cause de documents pas en anglais. Donc, c'est que ça a l'air de marcher. On sait que quasiment tous les gens qui demandent un PVT Australie, ils prennent notre lettre. Donc, du coup, ça devrait être bon. Mais en tout cas, ton document est tout à fait recevable. Si elle dit mot pour mot que tu as plus que 5 000 $ et que tu veux qu'il voit combien tu as, rajoute peut-être un relevé de compte ou une capture d'écran de tes comptes. Tu vois, tu mets tout ça sur un PDF ensemble et tu postes. Ça pourrait être une solution. Autre question, j'arrive en février à Melbourne et je me demandais vers quelle direction me diriger pour maximiser mes chances de trouver un job. Quelle direction dans le pays, tu veux dire? Alors c'est vrai que ça, il y a des choses qui ont déjà été un petit peu, répondues avant, hein, après que vous ayez posé vos questions. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Morgane, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sortir des grandes villes. Ça se trouve, tu vas trouver à Melbourne, mais ça se trouve, tu vas un petit peu t'éloigner, dans le Victoria. En tout cas, peut-être rester à Melbourne pour en profiter, mais envoyer des candidatures un peu partout sur la région, là où tu te sens prêt à aller. Des fois, ça peut être pas mal aussi d'avoir un point fixe, mais de candidater partout. Puis si ils te proposent un entretien, tu fais une visio et si OK, bah, tu pars. Voilà.
En fait, du boulot, il y en a un petit peu partout. Non, mais parce que j'étais en train de réfléchir aux fois où les gens nous disent, «Est-ce que vous avez des listes d'entreprises qui embauchent des PVTistes?» Mais en fait, ça existe pas. Il y a pas d'entreprise spécifiquement qui embauche des PVTistes et une entreprise, elle recrute quand elle recrute. Elle recrute quand elle a plus de besoins, elle recrute quand les gens ont démissionné, elle recrute quand elle vire des gens. En gros, c'est ça, hein. Ce qui fait que c'est difficile de vous dire, voilà une liste, contactez-les tous. Va falloir essayer d'aller voir leur LinkedIn, les sites généralistes d'offres d'emploi. D'ailleurs, on va le mentionner, cet article. On a un article qui s'appelle «Liste de sites utiles pour trouver du travail». Je crois que c'est ça exactement le titre. Sites utiles pour trouver du travail en Australie en 2025-2026. On vous le mettra aussi en légende, enfin en description sur YouTube, mais je vais quand même vous le mettre là. Je me dis que c'est pas totalement inutile. Et donc voilà, n'hésitez pas à consulter régulièrement ces sites internet-là. Vous verrez qu'on vous a aussi mis sur ce lien certaines agences de placement qui sont spécialisées dans certains domaines, comme tout ce qui est hospitality, hein, le tourisme, la restauration, etc. Je crois qu'il y en a même qui sont spécialisés dans les métiers de la construction, même si c'est pas votre domaine, hein. Sur des chantiers, il y a toujours besoin de mains qui n'ont pas forcément des connaissances de fou, mais qui sont capables, voilà, de déplacer, de porter. Donc, encore une fois, hein, suivez bien le conseil de Morgane, postulez partout. Sauf si c'est trop technique, mais voilà. Je rebondis aussi puisqu'on a une question qui demande, enfin une personne qui demande où trouver ce genre d'opportunités sur Facebook et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont pertinents quand on arrive en PVT Australie, notamment les groupes anglophones qui permettent d'avoir pas mal d'opportunités professionnelles, mais aussi pour trouver un logement, pour trouver un véhicule. Donc moi, ce que je vous recommande, et c'est ce que j'avais fait aussi pendant mon aventure, vraiment ajouter tous ces groupes-là. Si vous êtes dans une ville, cherchez le nom de la ville avec, je sais pas, si vous cherchez un job à la fin ou logement à la fin, peu importe, mettez des mots-clés, mais vous allez très vite en trouver. Nous aussi, on est sur Facebook, donc avec le groupe de pvtis.net. Donc pour le coup, n'hésitez pas. Et souvent, ce que je recommande, notamment dans les ateliers, c'est de pas hésiter à faire marcher l'échange. Peut-être que vous avez, enfin, pendant votre PVT, vous allez aussi avoir des opportunités. Donc n'hésitez pas à les transmettre aux autres PVTistes. Si par exemple, dans votre emploi, on recherche un salarié, n'hésitez pas à communiquer dessus. L'idée, c'est vraiment de faire marcher un petit peu une certaine, je sais pas, une mini-économie entre les PVTistes pour pouvoir créer de l'entraide et pas forcément faire de l'échange payant, puisqu'on voit beaucoup de choses payantes sur le PVT en Australie. Donc, favorisez plutôt l'entraide et les échanges parce que un jour ou l'autre, ça risque de vous servir aussi à vous. Donc faites-le, c'est toujours bien. Bah oui, c'est ça. Enfin, moi, je sais qu'on l'a beaucoup fait comme ça. Moi, quand j'avais quitté mon boulot à Sydney, j'avais mis dans les réseaux des francophones. C'est une Belge qui avait repris mon boulot. Plus tard, je bossais en fruit picking. J'avais dit à un copain, si t'as pas de boulot, rejoins-moi. Enfin, voilà. C'est, ouais, comme tu dis, quand on voit des services payants entre PVTistes, des fois, on trouve ça un peu tristoun. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'était pas comme ça. Donc, voilà. Et puis, il y a le karma, hein. Si vous aidez des gens, c'est sûr que la vie saura vous sourire aussi. Donc, voilà. Soyez dans l'échange, c'est sympa. Commun dernièrement, je sais pas si tu l'as vu passer, mais je suis encore sur des groupes Facebook de PVTistes en Australie et il y en a beaucoup qui échangent leurs emplois. Donc c'est par exemple, j'ai un emploi dans tel truc et si vous en avez un bien, on fait un échange, mais je vous donnerai pas l'adresse tant que. Donc il y a un nouveau business qui se profile. Ouais. Vraiment, moi, je vous recommande de toujours être dans le partage et ça sera que bénéfique pour la suite et les autres PVTistes qui arriveront aussi. Donc, autant créer une dynamique positive autour de l'emploi en Australie, ce sera toujours bien. Exactement. J'ai une petite précision par rapport à la lettre de la banque de Vincent. La lettre est en anglais, trop bien. Tu as une banque qui est efficace. Donc, si la lettre est en anglais, alors là, vraiment, c'est nickel. Tu peux la joindre telle quelle dans ta demande de visa. On a plusieurs remerciements. Merci, c'est gentil, vous gérez. Ça fait plaisir. Toujours, on est ravis parce que c'est vrai qu'autant Morgane que moi, on est beaucoup tout sur nos ordinateurs à rédiger des choses et tout. Et c'est vrai que là, avec les conférences, avec les lives qu'on fait, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger plus directement avec vous. Petite question de Thibaut qui nous dit: les tickets réalisés en ligne sont-ils valables dans tous les États? Est-ce la même valeur que ceux reçus en classe? Donc, si c'est des tickets, j'imagine c'est peut-être pour les mines, puisque est-ce qu'on appelle ça des tickets aussi, le RSA, la white card et tout? Ouais, c'est des formations plutôt. Et après, les tickets, c'est des sortes de sous-formations très spécifiques rattachées à je sais pas, un poste ou à
je sais pas, la conduite de tel ou tel engin. Donc, c'est plutôt spécifique les tickets et les Ouais. formations, c'est plus généraliste, on va dire. Parce que pour moi, quand quelque chose est proposé en classe et en ligne, je sais que c'est le cas notamment du RSA pour ceux qui veulent servir de l'alcool et tout. Les 2 ont la même valeur à partir du moment où un, c'est un vrai site parce que bon, aujourd'hui, je m'attends à tout, hein, avec, toutes les arnaques qu'on peut voir et 2, que c'est bien une formation qui correspond à l'état dans lequel tu te trouves. Je sais que le RSA, souvent, c'est par état, notamment, dans le New South Wales, là où se trouve Sydney. Quand tu as passé le RSA dans un autre état, souvent ça marche pas. Enfin voilà, il faut vraiment le passer là. Mais sinon, quand c'est proposé en ligne, normalement, ça a absolument la même valeur. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus peut-être? Moi, ce que je vous recommande, c'est pour les formations, toujours aller donc sur le site du gouvernement, selon l'état dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, vous êtes dans le Queensland, vous voulez passer la white card parce que vous voulez travailler en construction. Vous tapez white card Queensland et vraiment aller sur le site du gouvernement parce que sur le site du gouvernement, vous allez retrouver le lien de toutes les formations éligibles parce que malheureusement, il y a un peu des arnaques partout et notamment sur les formations. Et donc, il y a des faux liens et des faux organismes qui proposent des formations qui sont en réalité pas éligibles et donc validées par le gouvernement australien. Donc, faites bien attention, passez toujours par le site du gouvernement australien ou alors allez sur PVTist ou WHO Australie, puisqu'on met toujours la source officielle de nos informations et vous êtes sûr de là où on a cherché, où on vous a diffusé l'information. Et voilà. C'est ça, hein, training.gov.au. Je viens d'aller le prendre sur www.australie.com. C'est bien celui-ci. C'est sur ce site, on peut retrouver tout ou c'est que certaines formations peut-être? Normalement, on peut chercher par formation et OK. ensuite par état, si je me trompe pas. Ouais, en tout cas, oui. Vérifiez toujours que ça vous a été recommandé par, un site qui a dedans gov.au parce que là, je viens de voir un autre site où il y a marqué edu comme éducation.au et mon cerveau s'est dit: «Ah, c'est fiable». Non, en fait, edu, ça prouve rien. Gov, ça prouve. Donc, regardez bien ça. Et j'ai une Ouais. question sur WH Australie qui rejoint un peu ce thème-là. On me demande quels sont les tickets les plus urgents à passer et le budget à prévoir pour le bâtiment, la restauration ou autre. C'est une très bonne question. Donc ça revient sur les formations à passer pour pouvoir travailler en Australie. Celles qu'on cite régulièrement, celles qui sont les plus communes, on va dire, à passer quand on est en PBT, c'est notamment la white card pour tous les jobs en construction et en mine. Si vous voulez travailler dans le bâtiment, ce sera obligatoire. Donc passez-le avant même de commencer à candidater. Ce sera toujours un plus dans votre CV. Et on a ensuite le RSA qui est une formation qui vous permet de servir de l'alcool. Donc notamment si vous visez des jobs dans le service ou l'hôtellerie, la restauration, ça peut être aussi utile. C'est des formations qui sont pas très très chères et qui sont plutôt rapides à passer. La white card, elle est un peu plus chère que le RSA. Le RSA, c'est autour de 50 $, voire un peu plus selon les organismes. Et la white card, c'est un peu plus de 100 $ selon les organismes aussi. Et ensuite, on a des sous-tickets, donc on en parlait juste avant. On en a fait un article sur WHO Australie qui se nomme les 10 accréditations utiles pour travailler en construction. Et donc notamment en bâtiment si c'est vraiment un secteur d'activité qui t'intéresse. Et tu vas avoir toutes les formations qui sont listées avec le temps donc pour la passer et le prix et un petit peu expliquer à quoi ça correspond. On a notamment tout ce qui concerne formation pour être conducteur de chariot élévateur, pour pouvoir passer un permis de conduire camion, travailler en hauteur, pour travailler sur les plateformes élevées, pour être potentiellement opérateur de grue, travailler dans un espace confiné. Donc voilà, tu vois qu'il y en a tout un tas, donc n'hésite pas à te renseigner. Ce que je te conseille, l'idée, c'est pas de tout passer, parce que je pense que ce sera pas forcément pertinent, ça risque de te coûter très cher, tu le verras, certaines formations sont assez chères, donc c'est plutôt de viser peut-être une formation, notamment la white card qui est obligatoire, et après, selon tes expériences, selon l'emploi que tu trouves et la boîte que tu trouves, voir s'il y a vraiment un besoin, je sais pas, comme conducteur de chariot, bah, te dire bon bah je vais passer cette formation là. Peut-être même que certaines boîtes pourront te la financer. Ça arrive aussi. Bon, c'est pas toujours le cas, mais ça pourrait arriver. Et dans ce cas-là, passer ensuite cette formation complémentaire pour pouvoir évoluer dans ton poste et avoir peut-être un meilleur salaire, etc., etc. Exactement.
On a une question de quelqu'un qui se demande s'il faut demander le permis de conduire international. Alors effectivement, c'est une question très intéressante parce que, la réponse est oui, si tu as le temps de le faire parce que c'est assez long. En tout cas en France, moi quand je l'avais fait l'année dernière, ça m'a pris 5 mois et demi. Sur certaines périodes, ça peut même monter à 6 mois. Donc c'est une demande qui est gratuite quand on est, français. Ça se commence en ligne, puis après ça se fait, par courrier. Ça prend un petit peu son temps, et ça te permet effectivement de conduire en Australie. Si tu vas en vacances dans d'autres pays, ça fonctionnera. Il est valable 3 ans. Simplement, en Australie, il y a quelques États qui se sont dit: «Non, nous, on veut pas ça. On veut soit un permis de conduire australien», ce que vous allez pas faire si vous avez déjà le permis de conduire en France, bien évidemment. Ceux qui l'ont pas, pourquoi pas le passer là-bas, mais les autres, ne repassez pas tout. Ou alors une traduction du permis de conduire étranger par un traducteur agréé NATI. NATI, c'est ce qui est validé par le gouvernement australien. Et donc, du coup, pour les gens qui vont vivre dans le Queensland et l'autre, c'est la Western Australia, hein, j'ai un doute. Alors ça y est, ça a changé. Maintenant, c'est que le Queensland. Que le Queensland qui fait ça, autant pour moi. Donc le Queensland uniquement, mais bon, tout le monde y va plus ou moins parce que c'est là qu'il y a la Grande Barrière de Corail. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'attraits dans ce coin-là, donc vous allez forcément y aller à un moment donné. Et donc du coup, la majorité des gens maintenant traduisent leur permis de conduire. Pour traduire le permis de conduire, donc faut trouver un traducteur nati. Ça tombe bien, on en a un super bien, et en plus, il a le meilleur prix de tout ce qui existe sur Internet aujourd'hui, donc n'allez pas chercher ailleurs. Donc, il y a 10% de réduction via whvaustralie.com et pvtis.net. C'est la même offre, hein, vous pouvez aller chez l'un, chez l'autre. Et c'est Altus, A-L-T-I-U-S. Et du coup, bah voilà, vous indiquez le code promo. Je vais vous l'indiquer exactement. Vous allez indiquer un code promo et puis vous allez pouvoir bénéficier des 10% de réduction qui vous font payer du coup 22,50 €. Donc, vous voyez, c'est pas très, très cher. Je vous mets le petit lien qui va bien et on est bon. Voilà. Évidemment, il marche pour d'autres types de documents. On a eu cette question lundi. Est-ce qu'on doit faire traduire, je sais pas, un diplôme ou des choses comme ça? Honnêtement, pour le moment, non. Pour un PVT, c'est pas le cas, mais peut-être que si vous êtes dans un domaine un peu spécifique où l'employeur veut vraiment vérifier que vous avez un diplôme, par exemple, je suis cardiologue. Bon, bah, peut-être qu'il aura envie de vérifier. Hop, un petit coup de téléphone à Altus, enfin, en ligne, et puis vous faites traduire votre document. Ça vous coûtera là aussi 22,50 €, donc c'est quand même pas trop, trop ruineux. Si tu es sûr de ne pas aller dans le Queensland, par contre, ton permis de conduire international, suffit. On me demande aussi si le salaire minimum pour l'Australie est le même pour, ceux qui ont 18 ans. Ah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure. C'est précisé dans l'article sur le salaire, mais effectivement, il y a plusieurs paliers, de salaire en Australie. Alors que j'aille pas, je crois qu'il y en a 3 en tout. J'ai un petit doute. Il y a moins de 20 ans, je crois que à 18 ans, tu gagnes ça. À 19, pour le même poste, tu gagnes un peu plus, et quand tu as 20 ans ou plus, tu gagnes encore un peu plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Entre 18 et 19 ans, j'ai un petit doute s'il y a une différence. Mais en tout cas, si vous avez moins de 20 ans, vous gagnerez moins que les copains qui font la même chose que vous. Mais si vous avez 20 ans ou plus, vous aurez au moins le salaire minimum qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire 24,95 $ de l'heure. Sauf pour certains boulots qui ont des awards, enfin des sortes de, comment on traduit award? De conventions collectives qui font que le salaire est plus élevé, comme notamment dans l'agriculture à 31,19 $ brut de l'heure. J'arrive en février 2026 en Australie, à Sydney. Mais si c'est très galère, je changerai de ville alors. Je sais pas. Après, moi, j'avoue que je suis arrivée à Sydney et j'ai tellement trouvé ça cool comme ville. J'ai trouvé que c'était une ville qui était vraiment super bien pour les citadins, les gens qui aiment beaucoup sortir, les gens qui adorent la plage, voir, pompon, les gens qui aiment les trois. Parce qu'il y a tout, en fait. Donc, je trouve ça super bien. Toi aussi, c'était ta ville d'arrivée, hein? Oui. Ouais. Tu as aimé tout de suite aussi ou Et pas? j'ai adoré. Pourtant, je suis pas du tout une fille de la ville. Moi, j'habite à la campagne, donc j'étais pas habituée forcément à ce rythme de vie-là, et je trouve que c'était l'équilibre parfait. Alors moi, j'étais pas en centre-ville. Au début, j'ai commencé en auberge en centre-ville, mais après, je me suis un petit peu éloignée du centre. Et effectivement, il y a tout, quoi. Il y a les buildings, il y a donc l'effervescence de la ville, mais il y a aussi le calme des plages. Il y a la montagne qui est pas loin, avec les Blue Mountains qui sont vraiment à proximité pour le coup. Il y a tellement de choses à voir, à faire. Enfin, moi, j'ai adoré mon premier mois à Sydney. Après, Ouais. j'ai quitté la ville pour partir en road trip, mais je recommande vraiment cette ville, elle est exceptionnelle.
Ouais, c'est vraiment cool et puis, j'ai des souvenirs moi je vivais dans le centre-ville parce que je voulais pouvoir rentrer facilement le soir. Je savais que j'allais sortir. Je voulais pouvoir rentrer à pied et tout, mais, j'ai plusieurs copains qui vivaient soit à Manly, qui est une plage qui est quand même un peu plus éloignée, à Bondi Beach ou à Coogee et du coup, eux, c'était plutôt ils se levaient le matin et ils allaient surfer, quoi et après ils allaient bosser. Donc on peut avoir des, modes de vie très différents à Sydney, je trouve. Alors que Melbourne, qui est la ville préférée de plein de gens, donc pas taper si c'est votre ville préférée. Moi, j'ai bien aimé, hein, mais déjà, c'est pas ma ville d'arrivée, c'est pas ma ville d'installation, donc il y a moins ce. Je pense que Morgane et moi, on aura, comme tous ceux qui sont arrivés à Sydney, un lien pour toujours avec Sydney. Ceux qui arrivent à Melbourne, c'est à Melbourne qu'ils auront ce lien, évidemment. Mais au niveau des plages, c'est pas foufou, je trouve, Melbourne. Après, il y a une douceur aussi dans la ville qui est assez sympa. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester plusieurs villes, surtout si en arrivant, au bout d'une semaine, vous vous sentez pas bien là où vous êtes, vraiment changé. Mais n'hésitez pas quand même à télécharger le guide de Morgane hein, sur www.australie.com sur les villes. Ça vous montre un petit peu l'ADN de chaque ville. Et si vous voulez des villes moins grandes, bah, il y a Adélaïde qui est pas si grande que ça, qui est complètement snobée par les PVTistes, alors que je pense qu'elle propose une vie agréable. Moi, j'y suis juste passée, donc je connais pas très bien, mais vous trouverez forcément chaussures à votre pied, c'est sûr. On nous demande combien de temps devrais-je réserver pour l'auberge de jeunesse? J'arrive à Melbourne le 19 octobre. J'aimerais bouger assez vite pour trouver un job pour aller faire mes 88 jours. Au début, je trouve que pour descendre de l'avion, aller dans ton auberge et te dire je pose mes valises, là, je réfléchis plus. Moi, j'aime bien une semaine. Mais je suis sûre qu'on ne sera pas tous d'accord. Une semaine, ça te permet de pas te dire: «Alors attends, j'ai 3 jours, faut que je trouve une autre solution pour après. Est-ce que l'auberge sera pleine et donc ils vont me foutre dehors?» Tu vois, tu as un petit peu de temps, tu peux commencer à envoyer des candidatures partout. Attention, je recommande jamais de chercher du boulot à distance pour l'Australie parce que je pense que c'est une perte de temps. Mais attention pour le fruit picking, on peut faire un mensonge par omission. Souvent, ils recrutent avant. Un mois et demi, des fois un peu plus avant pour, la cueillette, pour l'emballage de fruits et légumes. Vous pouvez omettre de dire que vous êtes pas en Australie, par exemple. Bah, après, il faut mettre un numéro de téléphone quand même. Parce qu'en fait, si vous voyez, toi, tu arrives en octobre et tu vois que le 12 novembre, il y a la cueillette de je sais pas quoi qui commence, eh ben, tu pourrais très bien postuler et tu auras largement le temps d'arriver, t'installer, faire la banque, le TFN, et cetera et aller à ce poste. Je sais pas s'il y en a qui font ça, de postuler avant en agriculture. Alors moi, j'avais postulé avant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en octobre, c'est la saison des cerises. Donc, si vraiment tu veux travailler en fruit picking, c'est le fruit parfait à ramasser quand on est en agriculture en Australie. Et c'est une saison qui est très courte, mais très intense. Donc, généralement, tu peux quand même te faire des très, très bons salaires sur une plutôt courte période. Et du coup, moi, j'avais postulé avant. Alors, j'étais toujours en Australie. Enfin, j'étais en Australie quand j'ai postulé pour ce job en ferme. Mais du coup, ils cherchaient une équipe à construire avant le début de la saison pour que quand la saison démarre, ils disent go, on y va, venez tous et on commence à piquer tout de suite. Et donc, ils avaient commencé à chercher un mois avant. Donc, j'avais postulé en septembre pour commencer en octobre. Impeccable. Ah, c'est cool ça et d'ailleurs, il y a quand même plusieurs personnes qui s'interrogent un peu sur tout ce qui est, boulot à faire pour les 88 jours. Donc on vous l'a dit en description du replay sur YouTube, on vous mettra, les infos sur les codes postaux et les métiers que vous pouvez exercer pour vos 88 jours. Mais, on rappelle effectivement que sur www.australie.com, vous avez une carte, des fermes. Parce que là, on a une question sur, est-ce qu'on peut trouver aussi du boulot, en Tasmanie? Donc je vais vous remettre ça, je pense que ça peut vous être utile. Hop là! Tasmanie, pour le coup, moi, j'y suis pas allée, mais j'en ai que des très, très bons retours. Apparemment, c'est un condensé de l'Australie sur une toute petite île. Donc, c'est pas forcément la destination la plus choisie des PVTistes. Donc, au niveau de la concurrence, ce sera peut-être plus intéressant aussi. Il y a des jobs qui sont possibles et accessibles sur cette île. Donc, vraiment, si vous avez l'envie et l'occasion d'y aller, je pense que je recommande, même si j'y suis pas moi-même allée. Mais des retours que j'en ai, ils sont toujours très, très positifs. Exactement et on a eu un article qui date un petit peu, mais je pense que le fond n'a pas trop changé. C'est sur PVTist et ça s'appelle «On a testé le nomadisme en Tasmanie pendant un PVT Australie» et ils ont fait un gros visuel même qui est assez joli sur un peu tout ce qu'ils ont fait et cetera. Donc ça parle pas du boulot, mais en tout cas, oui, je pense que, comme dit Morgane, c'est un petit peu hors des sentiers battus. Beaucoup de gens vont en Tasmanie pendant leur PVT, mais pas tout le monde et pas tous pour bosser. Beaucoup, ils vont en vacances. C'est un petit peu ce que j'ai fait moi. Donc ouais, ça peut être une bonne option aussi d'aller en Tasmanie.
Alors, je vois qu'il est 13h03. On va encore prendre quelques petites questions. Je ne sais pas du côté de W Australie si tu en as, mais moi, j'en ai quelques-unes aussi. Mais je t'en prie. J'en ai deux que je peux rattacher. Il y en a une qui va te plaire. Qu'en est-il du secteur minier? Est-ce que mythe ou réalité? Hey, les deux. Bah, c'est ça en fait, c'est que évidemment, il y a des gens qui bossent en mine, comme tu le disais tout à l'heure, on a une collègue Pamela qui a fait son PVT Nouvelle-Zélande. Là, on la voit plus trop en ce moment parce qu'elle bosse justement en mine et ça se passe bien et il y a des bons salaires. C'est juste que vous n'êtes pas sûr de trouver là-dedans, que des fois, pour trouver dedans, il faut passer d'abord des tickets, là, des certifications, des petites formations qui peuvent faire que vous avez besoin d'un investissement temps et argent avant de commencer à bosser là-dedans. Donc, c'est juste quand moi, à des salons, je vois des jeunes de 18 ans qui viennent, qui roulent les yeux parce qu'ils sont accompagnés de leurs parents et qui viennent me dire, ouais, moi, je veux partir dans 2 mois en Australie pour gagner 10 000 $ dans les fermes. Bon, moi, je me dis, mollo, faites attention. Franchement, il y a quand même un phénomène aujourd'hui de vouloir faire un peu du clic, du like, voilà, vous faire un peu rêver. Vous allez bosser dans les mines, acheter une maison à Bali après, etc. Tout le monde vit pas son PVT comme ça, hein, clairement. Pour autant, plein de gens vivent un PVT génial. Je sais, à vous de déterminer si c'est central de bosser en mine et de gagner 10 000 $ par mois ou si ce serait un bonus. Parce que si c'est vraiment central, c'est vraiment la condition sine qua non de réussite de votre PVT, renseignez-vous bien quand même, notamment avec le guide sur les mines de www.australie.com parce que vous n'êtes pas sûr de trouver quoi. Je ne sais pas, est-ce que tu en as toi qui cherchent et qui ne trouvent pas du tout par exemple? Vous allez le voir, je pense que dans le guide, vous verrez que la démarche pour pouvoir trouver un emploi dans ce secteur d'activité, elle est assez longue. Et donc, je pense que les gens, quand ils ne trouvent pas, c'est qu'ils ont probablement abandonné un petit peu les démarches et qui Ouais. sont soit pas allés au bout, soit qui ont pas décidé de continuer à chercher parce que c'était soit trop long et qu'ils avaient besoin d'argent, etc. Donc, c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est très, très prisé. Effectivement, les réseaux disent tout et son contraire. Donc, faire attention à ce qu'on voit, c'est un peu des deux, je suis d'accord. C'est un peu du mythe et de la réalité. On peut gagner beaucoup d'argent en mine, mais il faut avoir conscience que c'est des jobs qui sont très, très difficiles. C'est une façon de vivre qui est très particulière. On a eu une interview de... Je crois que c'était Julien qui travaille en mine depuis plusieurs mois et qui a fait donc 2 PVT en Australie et qui explique un petit peu son quotidien en mine. Donc, n'hésitez pas à le lire. Ça vous donnera aussi un ordre d'idée de ce que c'est cette vie dans les mines, souvent dans le désert, dans des endroits très isolés. Donc, à vous de voir ce que vous imaginez de votre PVT. Mais encore une fois, c'est possible de trouver un emploi, mais ce ne sera pas évident. On ne trouve pas un emploi dans les mines en claquant des doigts, sauf si vraiment vous avez beaucoup de chance. Ça nécessitera des formations, de l'argent, du temps, de la patience. Mais est-ce que c'est possible de trouver un job en mine complètement? Il y en a plein qui le font, donc pourquoi pas vous? Donc voilà, à vous de voir. Effectivement, et tu parlais du mode de vie un petit peu particulier. Il y en a beaucoup qui travaillent en fly-in, fly-out, le FIFO, là, qui fait qu'on va bosser dans un endroit très isolé pendant 2 semaines. Ensuite, on revient à sa base et on est en vacances. Et voilà. Donc là, je vous mets l'article sur pvtis.net dédié au FIFO pour que vous compreniez un peu ce que c'est. Juste, voilà, c'est juste le petit conseil comme ça, c'est bien définir ce que vous attendez de votre expérience en Australie. Si vous avez envie de voyager, rencontrer des gens, vivre votre vie, voilà, comme ça, vous mettez pas trop la pression sur l'argent parce que je trouve que parfois, par mimétisme, quand on voit que tout le monde est en train de chercher à gagner une fortune, limite, on se sent un peu naze parce qu'on gagne que 4 000 par mois. Voilà, faites attention à ça parce qu'il y en a, ils mangent que des noodles, ils n'ont pas de copains, ils sortent jamais, ils vivent dans des endroits où il n'y a rien à faire juste pour gagner des sous. Alors qu'il y en a d'autres, vous les rencontrerez, ils ont rencontré plein de gens, ils ont vécu une colonie de vacances de fous, ils ont gagné moins d'argent, mais toute leur vie, les souvenirs, ils sont là. Je dis pas que c'est pas bien de bosser en mine, c'est pas ça. Juste à vous d'identifier ce que vous attendez de ce PVT et rester axé. Une fois, tu m'as dit ça. Tu m'as dit que tu commençais à bosser beaucoup, je crois, à faire beaucoup d'heures. Et tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et J'avais travaillé justement en tant que femme de ménage dans les maisons de luxe et je gagnais quand même très très bien ma vie parce que j'avais cumulé 2 emplois. Donc vraiment les semaines elles étaient, enfin j'étais un zombie quoi. En plus je dormais dans mon véhicule aménagé donc beaucoup moins de confort. J'étais dans un camping donc effectivement c'est pas la même récupération on va dire. Et en fait à un moment donc moi j'étais accompagnée de mon copain et on devait rester un mois et on s'est dit mais on va continuer, on va se faire
max d'argent et on verra plus tard pour voyager. Et à un moment, on s'est regardé et je m'en souviens, on était épuisés et on s'est regardé, mais pourquoi on fait ça? Je comprends Ouais. vraiment. Est-ce que vraiment on a envie de cet argent-là? On est venu en Australie pour voyager. L'objectif principal, c'était de faire le tour de l'Australie. Donc pourquoi on s'embête? Et la semaine d'après, donc on avait prévenu nos employeurs et tout. La semaine d'après, on était partis en road trip et on a fait le plus beau road trip de ma vie puisque c'était le désert. Donc une expérience incroyable. Donc effectivement, ça dépend de vos objectifs. Enfin, si vous voulez gagner de l'argent, c'est OK aussi, hein. Oui. Mais si vous voulez voyager, vraiment, l'Australie le permet. Donc Ouais. profitez-en à 4000%, quoi. Vous perdez pas dans les rêves des autres, hein, vous avez les vôtres, vivez-les. C'est le plus important. On nous demande si on peut louer, acheter une voiture ou un van, sans avoir le permis international. Alors, que je te dise pas de bêtises, pour conduire un véhicule que tu as acheté, il faut le permis international et pour louer une voiture, je crois qu'une fois, j'ai réussi à louer avec mon permis français, mais j'ai un vieux doute là. Est-ce que c'était le cas? Non, j'avais peut-être quand même un permis international. Moi, je Heu, pense que c'est obligatoire. Alors, peut-être bon, que des agences sont un peu moins évidemment. regardantes sur certains documents, mais ça me paraît soit dangereux parce que si jamais il y a un problème et qu'on vous demande le document après coup, Ouais. ils peuvent être embêtants, notamment sur les assurances, les trucs comme ça. Donc, je ne prendrai pas le risque perso. Exactement, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui nous dit que c'est long les 6 mois là d'attente. Donc effectivement, un petit 22,50 € avec Altus, avec le code promo qu'on a évoqué tout à l'heure. Fais traduire ton permis et comme ça, tu seras tranquille. Est-ce que c'est facile de trouver du woofing, à l'arrivée à Perth ou en Australie de façon générale? Donc tout ce qui est Woofing, Workaway, Help Exchange, parce que c'est un peu les 3 grands, sites internet de volontariat. Je me note de aussi vous mettre, notre dossier là-dessus, en description sur YouTube. Ça se trouve plutôt bien, mais je sais que par période, ils ont beaucoup de demandes et que donc parfois des gens m'ont déjà dit qu'ils avaient pas de réponse ou que, c'était un petit peu difficile, qu'ils avaient plus de place. Donc toi, je sais pas si tu as eu des retours de gens spécifiquement, sur du volontariat? Le volontariat, les retours que j'en ai, ça a toujours très, très bien fonctionné pour, les retours que j'avais eus de PVTistes. Alors effectivement, peut-être que selon les périodes, il y a moins de demandes ou alors il y a beaucoup de concurrence. Mais encore que les gens, ont plutôt des bons retours. On a notamment Anaïs qui avait fait un témoignage sur WHO Australie, qui, a eu du mal à trouver un emploi en Australie pour, plusieurs raisons et vous le verrez dans son témoignage si, vous prenez le temps de le lire. Et elle a décidé de renouveler son visa, donc de faire ses 88 jours via le volontariat. Donc ça peut être une très très bonne solution, notamment si vous voyez qu'il y a pas mal d'opportunités en tant que volontaire et donc dans le cadre d'un woofing, ça peut être une bonne option et notamment pour être logé et potentiellement nourri et éviter donc de faire des dépenses et avoir quelques heures par jour occupées à faire une tâche. Ça peut être une bonne option notamment pour commencer son visa. Et bien sûr, regardez bien le témoignage d'Anaïs parce que tous les boulots en volontariat ne comptent pas pour, le renouvellement de visa. C'était le cas jusqu'à 2015, sauf qu'il y a eu des abus. Les fermes disaient: «Beh, pourquoi je vais payer les gens? Je leur propose des volontariats et grâce à moi, ils peuvent renouveler leur visa». Donc l'Australie a dit: «C'est fini». Sauf qu'entre-temps, ils ont introduit certains, volontariats qui comptent pour le renouvellement de visa, notamment pour la reconstruction du pays après les feux et les inondations et tout. Donc voilà, ça marche pas pour tout, on préfère le préciser, mais ça peut quand même être une bonne option. Ibra nous dit qu'il a eu son PVT Australie, mais il est possible qu'il y aille pas sous 12 mois. Est-ce qu'il pourra refaire sa demande de PVT? Alors oui, l'Australie et le Canada sont les 2 seules destinations PVT qui autorisent à ce qu'on refasse une demande ultérieurement, en repayant les frais de visa. Malheureusement, tu vas devoir te libérer de 670 $ parce que le visa australien a augmenté le 1er juillet dernier. Tous les autres, Nouvelle-Zélande, Japon, Argentine, un PVT obtenu non validé est considéré comme un PVT utilisé. Vous ne pourrez plus jamais faire la demande. Je voulais quand même le préciser parce que si je te dis oui, peut-être que tu vas penser que c'est le cas pour toutes les destinations. Donc, attention, dans l'univers du PVT, chaque pays fait un petit peu ses règles. Mais en tout cas, pour l'Australie, c'est bon. Je vois encore quelques petits merci. Merci pour vos messages, ça fait super plaisir. Notre question, ça, on y a répondu. Moi, Donc j'en ai si on encore deux petites si tu veux que vas-y, je t'en prie, je t'en prie. On nous demande la white card, elle est à combien? Le prix de la white card, c'est entre 55 et 200 $. Ça dépend les organismes. Donc, vraiment,
enfin, regarder les organismes qui sont agréés par le gouvernement et ensuite comparer un peu les prix, histoire de ne pas aller du simple au double. Et on me pose aussi la question de savoir si les fermes hébergent en majorité les piqueurs ou en tout cas les salariés qui viennent. Ça dépend des fermes, c'est pas toujours le cas, donc pensez bien à vous renseigner. Il y a plusieurs possibilités. Soit ils ont un logement vraiment dédié pour les salariés, et donc généralement c'est une grosse coloc où les gens se retrouvent après le travail, après notamment les journées longues en ferme. Sinon, la deuxième possibilité, c'est pour les personnes qui ont un véhicule aménagé. Ça peut arriver qu'on vous propose de rester stationné sur donc la ferme, sur les champs, et donc d'avoir des sanitaires mis à disposition. Ça peut être une très très bonne option. Alors généralement c'est payant. C'est autour d'une centaine de dollars. Ça peut être un peu plus selon ce qu'on vous propose comme type de logement. Et parfois, c'est gratuit. Moi, pendant mon PVT, toutes les fermes avec lesquelles j'ai travaillé, j'ai pu stationner gratuitement donc sur la ferme et avoir accès aux sanitaires, à une cuisine, toujours dans des états plutôt très clean. Donc c'était plutôt un gros avantage puisque j'avais rien à payer. Et quand on est en ferme, il n'y a pas de dépenses à part la nourriture. On n'a pas le temps d'aller faire des sorties, d'aller au ciné, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais pu pas mal économiser aussi. Même chose que toi, effectivement. Donc moi, c'est vrai que toutes les fermes où je suis passée, honnêtement, elles avaient pas moyen de loger les gens. Donc voilà, sauf ceux qui étaient en van, qui pouvaient se débrouiller. Donc j'ai vécu dans un caravan park à une quinzaine de minutes de là, ou dans une auberge de jeunesse qui s'appelle, enfin, de type working hostel. C'était une auberge de jeunesse qui mettait en lien les fermiers et les jeunes qui cherchaient du boulot. On en parle, des working hostels dans le guide des PVTistes en Australie, et puis je pense aussi sur le dossier sur le fruit picking. Voilà, il y en a des plus ou moins sérieuses, il y en a qui vous disent au téléphone, oui, oui, venez, on a du travail, parce qu'elles, comme ça, elles remplissent leur auberge de jeunesse. Puis des fois, vous bossez une journée par semaine, donc c'est pas hyper rentable. Moi, il se trouve qu'il y avait vraiment du boulot à ce moment-là. Et du coup, on bossait tous les jours beaucoup. Mais voilà, on était là aussi à 10 minutes des fermes environ. Donc, c'est pas toujours possible. Je partage un petit témoignage de Nathan qui avait cueilli des fraises à côté de Perth. Et lui, il avait dit, il y avait le logement sur place, mais c'était tellement sale. Des fois, mieux vaut parfois avoir son truc. Voilà. Bon, après, si vous regardez ses photos, tout ça, c'était super. Il a rencontré plein de gens et tout. Mais fallait quand même pas être un grand maniaque, quoi. Grosso modo. On nous dit en résumé, et on nous dit si on fait la traduction avec Altus, finalement, on n'a plus besoin de permis de conduire international. Effectivement, la seule différence, c'est si tu sais que tu vas voyager beaucoup dans des pays alentours. Tu vas aller en Nouvelle-Zélande, tu vas aller en Thaïlande, ce genre de choses, et que tu auras envie de conduire à chaque fois, ton permis australien va pas te servir à grand-chose. Si ça se trouve, un loueur néo-zélandais acceptera ta traduction australienne, mais peut-être pas. Donc, pourquoi pas demander quand même ton permis international, et puis tu mets l'adresse d'un proche. Quand il le reçoit pour toi, un petit courrier vers l'Australie, et comme ça, tu as aussi ton permis international. Je me dis que ça mange pas de pain. Voilà. Alors oui, juste une petite parenthèse, je vois une question sur le Canada. IRCC ne marche pas. Oui, j'ai l'impression que le site du gouvernement canadien a rendu l'âme. J'exagère évidemment, mais si ça marche pas, soyez pas surpris. On a reçu plein de messages de détresse. On va suivre un petit peu ça, mais ça n'a pas l'air de super marcher. On est sur un live Australie, mais je voulais quand même prendre celle-ci parce que je vois qu'il y a un petit peu de désespoir chez certains. Est-ce que tu as encore une petite dernière question? J'en ai une dernière, Ouais. et après je pense qu'on pourra. Ouais, c'est ça. J'en ai une dernière. Est-ce que Brisbane est bien comme ville d'arrivée? C'est vrai que souvent on me pose la question de savoir quelle ville d'arrivée choisir pour commencer son PVT Australie, et c'est tellement dur de donner une réponse. Ça dépend de tellement de choses, puisque ça peut dépendre de votre profil de voyage, de vos envies, de vos objectifs aussi sur place, de la période d'arrivée. Donc moi, ce que je te recommande vraiment pour le coup, c'est de télécharger ou de consulter en ligne notre guide des villes d'arrivée, enfin des villes australiennes. Comme ça, tu pourras déterminer un petit peu ton choix de ville d'arrivée. Et à la fin de ce guide, on vous aide un petit peu, puisqu'on décrit un petit peu selon les profils de voyage quelle serait la ville d'arrivée qui te correspondrait le mieux. Donc n'hésite pas à le lire, pour le coup le guide est gratuit et il est hyper complet, donc ça pourra te donner normalement des éléments de réponse. Tout à fait. Sab, tu peux tout à fait commencer ton PVT en Tasmanie, ça fait pleinement partie de l'Australie, c'est un État australien, donc tu peux valider ton PVT en arrivant en Tasmanie et non dans un autre État, il y a pas de problème.
Et parce que je la trouve assez marrante comme question, mais totalement concrète, on peut peut-être finir par ça. Quelqu'un nous demande si on a des conseils pour les jobs en ferme pour que ça passe vite. Moi, je sais que quand je faisais du packing, j'avais le droit à la musique, mais il y a des fermes qui veulent pas, slash plus, parce que c'est pas hygiénique de toucher un téléphone, etc. Donc, après, en picking, je trouve qu'on est occupé quand même. C'est vrai que c'est rébarbatif, mais faut quand même porter, couper. Moi, il fallait que je mette sur le tapis roulant. On était tous, en plus, on bossait en rangée, donc en fait, on se parlait, hein, on se racontait des trucs. Après, peut-être qu'en ramassant d'autres fruits, c'était un petit peu plus ennuyeux, c'est vrai. Mais l'ennui profond, c'est le packing, hein. T'as fait du packing, toi? Ouais. Ouais, j'en ai Mais fait oui. pendant quasiment 2 mois. Excellent. Alors moi, bizarrement, je crois que j'ai bien aimé. Alors j'aime bien les trucs un peu, répétitifs comme ça, où on est dans ses pensées et j'avais effectivement le droit aux écouteurs. Donc j'ai pu écouter plein de podcasts, de la Ah, musique, trop bien. j'ai pu apprendre plein de trucs et tout. Donc pour le coup, c'était, un peu ce que j'étais venue chercher en Australie. Donc j'avais bien aimé cette, période. Mais effectivement, parler avec les gens, écouter de la musique, écouter des Ouais. podcasts, je vois que ça parce que c'est quand même long, ça. C'est vrai que 10 heures devant un tapis à trier des cerises, pour le coup, c'est particulier. Il y a un moment où on sent notre âme sortir un petit peu de notre corps. Ouais, c'est vrai, hein, c'est ça, exactement. Mais c'était en Nouvelle-Zélande que les gens que je connaissais qui emballaient des kiwis avaient pas le droit Ok. à la musique et je crois qu'ils ont passé des journées un petit peu pas commodes, quoi. Au bout d'un moment, t'arrêtes de faire ce boulot. Donc voilà. Mais dès que c'est un petit peu physique, finalement, c'est pas l'ennui, c'est plutôt t'es un petit peu fatigué, c'est surtout ça. Mais ça se fait. C'est une bonne expérience pour ceux qui n'ont jamais testé avant. L'avantage du picking, c'est que tu es dans la nature, donc pour le coup, tu as quand même ce côté un peu liberté où tu as l'impression quand même qu'il y a du positif qui rentre aussi dans toi, alors que bon, c'est vrai que le packing, généralement, c'est enfermé soit dans une usine, soit dans un hangar, donc c'est un peu plus, le contexte est un peu moins fun, mais si tu as le droit aux écouteurs, ça devrait quand même passer. Et quand l'argent rentre, généralement, c'est une bonne source de motivation. Exactement. Donc voilà, on a terminé ce live. Je voudrais terminer en indiquant, hein, parce qu'on est toujours à parler du budget, des économies, etc. On rappelle que jusqu'à la fin novembre, vous avez 5% de réduction sur votre assurance Globe PVT pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Hein. Pour les autres pays, c'est pas le cas. Mais pour ces deux-là, oui. Peu importe que vous partiez après le 30 novembre, ce qui compte, c'est de souscrire avant, enfin au plus tard le 30 novembre. Donc voilà, 5% de réduction, c'est pas perdu. Vous avez sur PVTIS comme sur whvaustralie.com une petite section bon plan. Là, c'est là que vous retrouvez notamment le traducteur. Vous avez quelques autres choses qui peuvent vous intéresser pour les billets d'avion aussi. Je vous remets l'adresse du salon virtuel du mois de septembre organisé par Morgane et Lisa avec ma petite contribution pour les lives du mercredi midi. Donc, vous verrez que tout va être abordé. Hein. Les démarches à l'arrivée, l'achat d'un véhicule, chercher un logement, chercher un emploi. Il va y avoir également le renouvellement de visa, les 88 jours, comment ça se calcule, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis donc, mercredi prochain, à midi, on est de nouveau là pour la même chose qu'aujourd'hui. C'était très sympa. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et puis le 17 septembre, ce sera vraiment, on fera un live Insta où on pourra aussi prendre vos questions, mais on va vous dire ce qu'il faut absolument voir et faire pendant un PVT en Australie. Morgane et moi, on a comme point commun d'avoir vraiment vécu une année incroyable en Australie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des coups de mou, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des galères, loin de là. La vie en Australie, c'est comme la vie ici. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des rencontres géniales, il y a des rencontres bof, etc. Mais l'expérience, une fois terminée, ce truc-là, vous le gardez comme un bagage merveilleux pour toute votre vie. Donc, on vous invite vraiment à partir, à bien vous préparer, à baisser un petit peu vos attentes au cas où vous avez trop traîné sur TikTok et vous allez voir, ça va être super. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.